L'histoire se poursuit, et Rei parle avec Reiji, Mia et, après avoir parlé avec eux, elle découvre qu'ils ont vu un joueur nommé Senraku. Mia essaie alors d'attaquer Rei, mais Reiji l'arrête et mentionne que ce n'est pas un monstre, c'est un joueur. Mia affirme que cela a vraiment l'air effrayant, et Reiji mentionne que les joueurs effrayants sont aussi des joueurs. Rei leur demande alors s'ils savent où Senraku est parti, et Reiji mentionne que Senraku a reçu une dose de poison de la part du python et qu'il s'est dirigé dans la direction de Segondal. Rei découvre que Senraku était à moitié nu avec un masque d'oiseau, et elle n'arrive pas à croire que Senraku a réussi à battre le python affamé sans visiter la première ville. Rei les remercie alors pour l'information et leur donne un téléporteur de coordonnées pour montrer sa gratitude. Rei part ensuite, et Mia demande à Reiji qui était cette personne. Reiji déclare qu'il n'en est pas sûr, mais il pense que l'insigne sur la cape provenait d'un clan axé sur le monstre unique, l'Ikagon le tueur de nuit. Il explique ensuite que les monstres uniques sont une classe spéciale de monstres avec un nom individuel et un titre. Il mentionne que la plupart des monstres réapparaissent après les avoir vaincus ou capturés, mais il n'y a qu'un seul exemplaire de chaque monstre unique dans le monde entier. Selon les rumeurs, il y en a 7 dans Shangri-La, et ils ne connaissent pas les critères de réapparition pour la plupart d'entre eux. Pour chaque monstre unique appelé Colosse, de nombreux joueurs de haut niveau ont formé des clans axés sur leur élimination. Reiji mentionne que les monstres uniques sont incroyablement puissants, et cela fait 1 an que ce jeu a commencé, mais même avec une base de joueurs de 30 millions, personne n'a encore vaincu un monstre unique. La scène passe ensuite à Senraku faisant face à l'Ikagon, et il n'arrive pas à croire que l'Ikagon a réussi à vaincre ses gobelins Redcap en un seul coup. Il sait qu'il serait fichu s'il était touché par l'une de ses attaques, et l'Ikagon attaque alors Senraku, mais ce dernier parvient à parer l'attaque et à riposter. Senraku pense que c'était de peu, et il pense qu'il serait mort à l'heure actuelle s'il n'avait pas appris cette compétence de parade parfaite. Senraku sort ensuite ses lames Vorpal et esquive les attaques de l'Ikagon. Il inflige ensuite un coup critique à l'Ikagon, qui disparaît ensuite. Il attaque Senraku par derrière, et ce dernier esquive, infligeant à nouveau un coup critique. L'Ikagon disparaît à nouveau, et Senraku parvient à esquiver son attaque surprise et à lui infliger à nouveau des coups critiques. Senraku découvre alors en esquivant les attaques de l'Ikagon que ce dernier utilise la téléportation, et il continue de se battre, Senraku ayant du mal à le suivre. Senraku pense alors que la fourrure de l'Ikagon est plus résistante que les écailles du python affamé, et il estime qu'il a frappé le monstre pendant plus de 5 minutes sans être touché, mais il ne pense pas que ses attaques aient le moindre effet. Il estime qu'il a déjà dû lui infliger une centaine, voire 200 coups critiques, et que ses lames Vorpal sont également prêtes à se briser. Senraku pense qu'il a besoin d'un point faible pour attaquer, sinon ses armes seront détruites avant lui, et il estime que ce monstre est bien au-dessus de son niveau actuel. Senraku poursuit le combat en se disant que c'est ainsi qu'il l'aime, et que c'est ce qui fait de Shangri-La un jeu de première classe. Il estime que cette intensité le fait se sentir en feu, et il réussit à infliger quelques coups critiques supplémentaires à l'Ikagon. Senraku pense qu'il est un joueur qui a survécu aux bugs, aux équilibrages médiocres et au taux de réapparition absurde des jeux de qualité médiocre, et étant donné que l'Ikagon n'a pas de hitbox défectueuse, il n'a pas l'intention d'abandonner. Senraku attaque alors l'Ikagon, se recule, et l'Ikagon hurle. Senraku se demande ce qu'il fait et se rend compte qu'il ne peut plus bouger. Senraku est ensuite frappé par une attaque venue de nulle part, ce qui lui fait perdre l'usage de ses jambes. Senraku ne sait pas ce qui s'est passé et pense que la réalité est vraiment impitoyable. Il sait que ce n'est ni un rêve ni un film, et qu'il ne va pas obtenir de nouvelles compétences de nulle part. Il admet qu'il a eu de la chance et qu'il a encore un point de vie après une attaque comme ça. Senraku pense que l'Ikagon est incroyablement puissant, mais cette absurdité a été programmée en lui, ce qui signifie qu'il est aussi fort que ses créateurs le voulaient. En d'autres termes, il n'est pas invincible. Senraku estime qu'il s'est fait une raison, il déclare qu'il se moque de l'histoire ou du boss final, et son seul objectif sera de vaincre l'Ikagon. Il demande à l'Ikagon de ne pas être vaincu par quelqu'un d'autre avant qu'il n'arrive à lui, et l'Ikagon tue ensuite Senraku. Senraku reçoit ensuite une malédiction appelée marque de l'Ikagon ou de l'Ikagon, et il se réveille à l'auberge de Segondal, qu'il a choisi comme point de réapparition. Il découvre la malédiction dont il a été victime et consulte des informations supplémentaires à ce sujet. Il découvre qu'en raison de la malédiction, il ne peut rien équiper sur la partie du corps touchée par la marque de l'Ikagon, ce qui le met dans une situation délicate. Il se rend compte qu'il ne peut rien équiper sur son torse ou ses jambes, et il en veut à l'Ikagon pour cela. Il découvre qu'en raison de cette malédiction,
les monstres de niveau inférieur à lui fuiront, et les conversations avec les PNJ seront également affectées. La malédiction peut être levée soit par les prières d'un saint, soit en vainquant l'Ikagon lui-même. Saint-Raku réalise que c'est le genre de malédiction pour laquelle il faut détruire la source pour s'en débarrasser, et cela le déprime. Saint-Raku sort ensuite en ville et crie que cette histoire de malédiction est une chose absurde et un gâchis de jeu. Il remarque que tout le monde autour de lui dit qu'il est ridicule de se promener à moitié nu, et il estime qu'il a besoin de se calmer. Il se souvient alors des 3 principes qu'il a appris des mauvais jeux, à savoir un esprit patient, une volonté inébranlable et un jugement posé. Il se rend compte qu'il a acquis beaucoup d'expérience en affrontant un monstre unique, ce qui signifie qu'il a beaucoup de points de statistiques à répartir. Il estime qu'il doit les utiliser avec précaution et décide d'utiliser ces points de statistiques. On voit alors que la fenêtre de statut de Saint-Raku semble légèrement déséquilibrée, et Saint-Raku remarque que sa vitalité n'est que de 6. Il estime qu'il s'est transformé en une sorte de glace canon et qui peut être tué d'un seul coup, et il n'arrive pas à croire qu'il a oublié de dépenser des points de statistiques dans sa vitalité. Il se rend compte qu'il a fait la même chose avec ses points de vie, et il estime qu'il doit combler ce manque avec de la vitesse et de l'endurance. Il déclare que sa meilleure statistique est la chance, et il estime que c'est pour cette raison qu'il lui reste un point de vie même après l'attaque de l'Ikagon. Il estime qu'il doit compter sur la chance pour l'aider, étant donné qu'il a déjà enduré l'enfer, et un lapin vorpal atterrit soudainement sur la tête de Saint-Raku. Saint-Raku se demande ce qu'un lapin vorpal fait en ville, et il estime que celui-ci a l'air un peu différent. Le lapin utilise ses pattes pour dire à Saint-Raku de le suivre, et Saint-Raku le suit. Il estime que ce lapin est différent des autres, et qu'il pourrait obtenir un objet rare s'il parvient à le attraper. Le lapin court ensuite dans une impasse et fait apparaître une porte sur un mur de nulle part. Le lapin entre dans la porte, et Saint-Raku découvre que c'est un scénario unique appelé « Invitation de Rabbitusa ». Saint-Raku se rappelle l'avoir vu sur le site du guide de jeu, et selon le guide, Shangri-La a une histoire principale sur l'exploration du monde, mais il y a aussi un grand nombre de quêtes secondaires. Un sous-ensemble de celles-ci s'appelle Scénarios uniques, ce sont des lieux mystérieux dont les moments de déblocage, les contenus et les déclencheurs ne sont pas connus du public. Il estime qu'il a entendu dire que les équipements qu'ils obtiennent dans ces scénarios uniques sont de première classe, et de nombreux clans les recherchent désespérément. Il estime qu'il a de la chance de rencontrer l'un d'entre eux si tôt dans le jeu, et il pense que cela doit être le résultat de l'investissement de tous ces points de statistiques dans la chance. Saint-Raku entre alors par la porte, et on découvre que le niveau recommandé pour ce scénario unique est de 80, tandis que le niveau de Saint-Raku n'est que de 28. La scène passe alors à Saint-Raku dans Rabbitusa, et il se demande ce que cet endroit est. Il remarque qu'il y a des lapins vorpals partout, et il se demande s'il a atterri dans un repère de monstres. Le lapin de tout à l'heure souhaite la bienvenue à Saint-Raku à Rabbitusa et mentionne que tout Rabbitusa parle actuellement de Saint-Raku. Elle affirme que Saint-Raku a réussi à infliger plusieurs coups critiques à l'Ikagon malgré sa faiblesse, ce qui fait de lui l'incarnation même de l'âme vorpale. Saint-Raku déclare qu'il n'a à peine égratigné cette chose, et le lapin mentionne que c'est parce que l'Ikagon est vraiment puissant. Elle affirme qu'il est capable d'engloutir des wyverns pour son déjeuner, et le fait que Saint-Raku soit même ici à lui parler suggère qu'il est l'un des pionniers sous la protection de la divinité. Saint-Raku pense que ce lapin adore vraiment parler, et il se demande si c'est vraiment un PNJ. Il estime qu'il est vraiment concentré sur l'Ikagon, et il se rappelle alors que l'une des caractéristiques de la malédiction est que les conversations avec les PNJ seront affectées. Il se demande si c'est ce que cela signifie, et le lapin mentionne alors que son patron aimerait parler à Saint-Raku en raison de ses grands exploits. Saint-Raku espère que cela n'a rien à voir avec la vengeance pour tous les lapins vorpals qu'il a tués, et le lapin mentionne que Saint-Raku peut être tranquille. Elle se présente comme émule, et elle guide Saint-Raku vers leur patron. En chemin, Saint-Raku se demande si ce lapin est vraiment une IA. Il estime qu'il n'a aucune idée de ce qu'il va dire ensuite, et ils atteignent ensuite le palais de Rabbitusa. Émule mentionne alors qu'un certain nombre d'humains visitent Rabbitusa, mais que Saint-Raku est la première personne à visiter le palais. Saint-Raku se demande si cela signifie que c'est un scénario unique dont lui seul a connaissance, et il estime que sa chance a peut-être enfin tourné. Émule présente alors Saint-Raku à leur patron, qui est aussi son père, et le patron se demande si Saint-Raku est le garçon qui a été vaincu par l'Ikagon. Il estime que les humains perdent facilement leur âme vorpale, et il pensait qu'ils étaient tous désespérés, mais il semble qu'au moins l'un d'entre eux ait du potentiel. Le patron demande ensuite à Saint-Raku un peu de son temps et se présente comme Visage. Merci d'avoir regardé la partie 3.
Les autres parties seront sur ma chaîne. N'hésitez pas à aimer et partager la vidéo si vous l'avez appréciée, et assurez-vous de vous abonner et d'activer la notification pour recevoir de nouvelles mises à jour sur les résumés d'animes.